Retour dans ce studio, une fois encore, merci à toutes et à tous, merci à Rebecca Ogou également qui nous aide à réussir ce que nous faisons par sa doigté magique, oui. À vous, vous avez la parole. Bonjour Henri Ambaudet. Si vous me l'accordez. C'est accordé, je peux vous même laisser la parole jusqu'à 9h30 minutes. Bonjour Boris, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour Moïse et bonjour à toute l'équipe technique. C'est un plaisir donc de se retrouver encore sur ce plateau pour décrypter l'actualité politique après le rendez-vous d'hier. C'est toujours pour moi de vous retrouver à nos côtés ici sur ce plateau, malgré vos nombreuses occupations. Une fois encore, toutes nos condoléances à votre média qui a perdu son numéro 1. Nous n'avons pas eu l'occasion d'en parler. Pour les téléspectateurs et les auditeurs qui ne le savaient pas, oui, vous avez perdu le promoteur de Radio Tado. Les condoléances, les messages de condoléances fusent de partout. Dites-nous, vous arrivez à surmonter cette situation? Vous savez, Lehana n'a pas été seulement un promoteur. Il a été un guide, il a été un père pour le personnel et tous ceux qui ont travaillé sur lui peuvent témoigner sa manière de gérer, sa manière de concilier le travail et également la vie associative, la vie communautaire. Et donc son départ, forcément, donc, a laissé un vide au sein du personnel. Et mais puisque nous sommes appelés à relever un grand défi, son départ ne doit pas quand même faire oublier les grands défis qu'il a toujours rappelés. Également, l'autre défi, c'est que faire en sorte que son nom ne disparaisse pas. D'accord. Et donc, nous sommes face à ce défi-là. C'est vrai que, vous savez, quand vous perdez donc un proche comme ça, vous êtes confronté à beaucoup de choses. Comment gérer, bien évidemment, l'après, comment gérer l'après. Mais pour aujourd'hui, je pense que l'équipe est forte et est là et peut toutefois donc relever les grands défis. Vous avez utilisé des mots forts. Il n'était pas que promoteur, c'était également un père, un manager. Et voilà, le groupe de presse international ITV-SA, à travers ma voix, constitué d'Identivi Diaspora FM, présente toutes ses condoléances à tout le personnel, mais également à la famille du promoteur. Oui. Les condoléances des promoteurs ou des patrons des organes seront reçus tout à l'heure au cours de la journée au siège de votre radio. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Tado FM, vous êtes analyste politique. Merci pour votre présence. Monsieur Novignon, bonjour. Bonjour. Je vous appelle monsieur ce matin. Bonjour Maurice et bonjour à Henri Ambaudet, à qui je réitère mes vives condoléances dans cette épreuve également. Je salue également les téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Henri Ambaudet qui est sur tous les fronts, il était à la présidence hier matin, hier soir il était ici jusqu'à 0h et ce matin il est encore là. Merci pour votre présence, on va y aller puisque les téléspectateurs nous attendent. C'est La Nation ce matin quand même qui fait un titre que je trouve quand même, je ne veux pas dire intelligent, mais un titre qui regroupe tout et qui peut permettre d'aller dans tous les sens. Le quotidien nous parle de nouvelle constitution et mutinerie. Le chef de l'État à cœur ouvert avec la presse. Vous avez suivi le chef de l'État, Moïse Novignon. Il a parlé de deux sujets, mutinerie, mais également de la Constitution, cette nouvelle Constitution. Qu'est-ce qu'il y a fondamentalement ou les éléments qui ont retenu votre attention lorsqu'on sait que la nation parle de chef de l'État à cœur ouvert? Vous l'avez senti à cœur ouvert réellement? Oui, tout à fait. Maurice, je vais d'abord commencer par remercier et saluer
Carole Olaï, Oui. et qui était sur le plateau ici avec nous hier, avant même l'intervention du chef de l'État. Elle nous avait déjà amené à essayer de voir quels pouvaient être les sujets que le chef de l'État allait pouvoir aborder avec les confrères. Et nous avions déjà, pour les téléspectateurs, les auditeurs qui nous ont suivis hier, nous on a déjà suffisamment parlé de cela. On a déjà annoncé que le chef de l'État va certainement parler de mutinerie et évidemment de putsch et de la nouvelle constitution. Donc ça n'a pas raté. C'était effectivement les deux sujets. Nos confrères de la nation sont revenus là-dessus. Et le chef de l'État, il n'a pas dérogé à sa tradition et à sa façon de parler, avec son franc-parler, sa façon de s'exprimer. Il a même utilisé une expression qu'on peut considérer comme une expression des jeunes, parler cash. Il a dit lui-même à l'entame qu'il va parler cash, et il a effectivement parlé cash. Je pense que nous sommes en face d'un politicien atypique et d'un leader d'exception que le pays a eu la chance de connaître depuis 2016, avec une facilité pour trouver les expressions, les mots, et rendre le contenu de ses messages beaucoup plus facilement accessible. Il faut dire qu'il ne parle pas beaucoup, et c'est ce qui peut-être laisse un peu de tâches par rapport à l'aspect communication. Et je vais peut-être profiter pour féliciter tout le travail que fait également M. Wilfried Léon Ngweji, le porte-parole du gouvernement, qui, ma foi, fait beaucoup d'efforts pour essayer de monnayer, de rendre accessible le message de l'action du gouvernement et surtout le message du chef de l'État, qui se montre l'ingénieur en chef de tout ce qui se fait. Et finalement... lui, vous saluez toute l'équipe qui l'entoure. Oui, je salue toute l'équipe qui l'entoure, et je dis même qu'on doit aller au-delà, parce que ce que je veux, je commence par le féliciter et le remercier, c'est que quand le chef de l'État finit de parler, en réalité, il n'y a plus rien à dire. C'est-à-dire que si on fait l'effort de le suivre, si on fait l'effort de l'écouter, nous, journalistes, analystes politiques comme cela, quand on arrive, on a la facilité de dépasser. C'est peut-être le travail qu'il faut faire, et c'est ce que le porte-parole du gouvernement s'évertue à faire de temps en temps, de temps à autre. Donc je souhaite que nous puissions davantage les aider. C'est-à-dire que le chef de l'État est tellement clair qu'il faut parfois le dépasser pour pouvoir accéder effectivement au message. Et comme le chef de l'État, il donne les outils, lui-même il parle franc, il parle cash. Nous-mêmes, dans nos analyses, nous pouvons parler avec une certaine franchise, avec un peu plus de catch, c'est-à-dire quoi? Sur l'aspect mutinerie, par exemple, le chef de l'État a été un peu plus évasif, c'est-à-dire il a rappelé le déroulé. Il y a certains détails qui n'étaient pas encore sortis dans l'opinion, qu'on ne savait pas, par rapport, par exemple, à la personne désignée comme le chef de la mutinerie, Tigri, par exemple, qui a demandé pardon, en guillemets, voilà, de ne pas les bombarder, qui a semblé faire son mea culpa avant de prendre la poudre d'escampette, par exemple. Donc, c'est des détails qu'on n'avait pas et qui sont arrivés. Et il y a toujours des interrogations qui subsistent, et nos confrères de Matin Libre l'ont si bien formulé. Nous continuons d'attendre des réponses pour savoir, pour pouvoir commencer par mettre plus de noms. Avez-vous des points d'ombre? Voilà, oui, plus de noms sur les vrais commanditaires, parce que c'est vrai, Tigri est désigné comme le chef, le cerveau, mais on ne peut pas s'imaginer qu'il ait agi en toute unicité, en toute individualité, et qu'il n'y ait pas forcément des implications. Mais le chef de l'État l'a dit. Oui, bien sûr. Il doit y avoir des complicités. Oui, voilà, et s'il y a des complicités, nous attendons d'en savoir. Nous brûlons d'envie, nous avons envie d'en savoir davantage, bien sûr. C'est la grosse la grosse préoccupation. Nous voulons avoir, c'est vrai, il y a certains acteurs qui ont déjà été interpellés, écoutés, remis en liberté sous convocation, et d'autres sont toujours gardés. Je parle de M. Kandid. On veut commencer par avoir qui sont dessus, quels sont les... Il y a des pays qui sont impliqués. Les implications. Le chef de l'État est allé jusqu'à ce niveau-là, qu'il pourrait avoir des complicités, même au niveau de certains pays. Donc, on veut commencer par avoir... C'est vrai, le temps de la justice n'est pas le temps de nous, commentateurs, analystes. Je suis tout à fait d'accord. On va laisser la justice aller au bout. C'est suffisamment grave que les Béninois brûlent d'envie quand même d'en savoir davantage. Et pour le second sujet qui porte sur la révision de la Constitution, le chef de l'État a été cash. C'est lui l'ingénieur en chef du projet en réalité. C'est clair. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que je retiens globalement, parce qu'il dit qu'il a été consulté. Parce qu'il maîtrise le projet, c'est ça? Il maîtrise, et c'est lui en réalité qui a pu apporter les réponses qu'il fallait.
voyez, par rapport à chaque interrogation, à chaque question de nos confrères qui étaient à la conférence de presse, et par rapport à tous les sujets évoqués, que ce soit les questions de mandat, que ce soit l'opportunité du Sénat, etc., le chef de l'État a été mais en mesure... Cela ne fait pas de lui le concepteur. Non, mais peut-être qu'il s'est bien préparé. Oui, non, mais les phrases, les éléments... Vous voyez, parmi même les acteurs qui ont introduit... Qu'il a même participé donc à la justement, oui. Il a bien dit qu'il a été consulté, qu'on ne pouvait pas faire une telle démarche, une telle action sans lui, et qu'il se concerte et il discute, et que son ministre de la Justice a été suffisamment impliqué, a fait des amendements au projet, à la proposition. Et donc, moi, je le considère comme ingénieur en chef. Et on l'a suffisamment observé depuis 2016. Et il a eu une certaine maîtrise sur son équipe, sur toute l'équipe qu'il coordonne, à la fois en termes d'exécutif, mais également sur toute l'équipe de la classe politique qui se revendique de la majorité présidentielle. Il a une certaine maîtrise, là, la possibilité de les contrôler, de donner le timing, le tempo et le rythme de comment l'action va être implémentée. Donc, je pense que c'était très intéressant qu'on puisse l'écouter. On a davantage d'éléments, on va peut-être revenir dans le fond, et par rapport, bien sûr, à certains aspects clés, mais on a davantage d'éléments maintenant pour pouvoir comprendre quelles étaient les réelles motivations derrière certains choix. Et moi, par exemple, c'est dans son intervention hier que j'ai finalement compris le sens de, parfois, le pardon peut être une faute. Ah ben? Oui, vous avez enfin compris? Enfin, dans son intervention, parce que... Moi, je n'ai pas encore compris. Vous savez, le chef de l'État fait preuve de pédagogie. Et c'est Carole qui posait la question hier pour savoir si le chef de l'État allait être dans l'offensive ou bien il allait être dans de la pédagogie au cours de son intervention. On avait fait observer que, généralement, le chef de l'État fait de la pédagogie et qu'il fera également de la pédagogie. Vous savez, le président Patrice Talon a dit, et en présence et en face de son prédécesseur Boni Yayi, que parfois le pardon peut être une faute. On a longuement discouru, on a longuement supputé sur cela sans jamais... Celui qui est en train de dire ça à Boni Yayi, celui qui est en train de prononcer cette phrase-là à Boni Yayi, c'est celui qui a bénéficié d'un pardon du même Boni Yayi, suivant les déclarations et les informations avancées par le même Boni Yayi. Et celui qui était en train de bénéficier de ce pardon-là de Boni Yayi, si on peut le considérer ainsi, c'était un fugitif, c'était un exilé politique que Boni Yayi a pardonné et qui finalement a pris le pouvoir. Et dans l'intervention du chef de l'État hier, il dit qu'il a autorisé, qu'il a accepté par exemple qu'on puisse toucher à la loi fondamentale parce que dans la peau de leader, en tant que leader, ce n'est pas parce que par exemple j'ai fini mon mandat, donc je suis en train de partir, j'ai fini ma mission à la tête du pays, je suis en train de partir, que je vais constater qu'il y a des lacunes, qu'il y a des fautes, qu'il y a des erreurs, qu'il y a des failles qui vont plomber la République. Mais comme je ne suis plus là, j'autorise, je permets, je pars et je laisse cela en vrac. Mais en tant que leader, j'agis en conséquence. Donc jusqu'à la dernière minute, je continue d'agir dans l'intérêt du pays. Je ne vais plus détailler plus que ça, mais je pense que ceux qui sont attentifs, qui savent lire entre les lignes et qui savent comprendre, doivent savoir en réalité que le jour où cette phrase-là a été prononcée en présence de l'ancien chef d'État, la personne du président Boni Yayi, c'était un camouflet en réalité. C'est-à-dire que tout le monde pouvait lui dire ça, sauf le président Patrice Talon. Et ce jour-là, normalement, s'il devrait se comporter en conséquence, il allait peut-être même se retirer de l'animation de la vie du parti et à la tête duquel il est resté jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est un vrai camouflet de pouvoir l'écouter comme cela. Et hier, moi, j'ai eu la réponse, enfin, c'est-à-dire que... Vous partagez la réponse avec nous. Oui, je viens de démontrer. Moi, je n'ai pas bien compris. Je ne peux pas peut-être dire plus que ce que j'ai dit là. Peut-être il faut bien écouter ce que je dis. Celui qui prononce cette phrase, je le répète, je pense que les acteurs et le président Patrice Talon, il n'est pas dupe. Celui qui prononce cette phrase en présence de la personne de Boni Yayi, celui qui prononce la phrase que parfois derrière lui. Il n'a pas envoyé une commission. Il n'a pas envoyé une commission. Celui qui prononce cette phrase, c'est quelqu'un qui était en situation d'exilé politique et qui a bénéficié d'un pardon de la part du président Boni Yayi pour rentrer au pays, mettre en place son projet politique et lui prendre le pouvoir à lui, Boni Yayi. Donc en réalité, tout ce après quoi le président Boni Yayi, qui est devenu président du parti, un président d'un parti politique, c'est-à-dire président du parti les démocrates par la suite, tout ce après quoi il est en train de courir en réalité, c'est qu'il tente de se rattraper par rapport à cette erreur politique-là.
Mais c'était une erreur politique heureuse pour la République parce que le président Patrice Talon a quand même apporté une touche de progrès significative à la conduite des affaires. Oui, de progrès significatif, pardon, à la République, à la nation. Donc ce n'est pas malheureux. Mais c'est quand même une faute politique que le président Boni avait commise. C'est suffisamment clair. Et en tant que leader... Donc là, vous avez été un peu plus explicite maintenant. Oui, voilà. Et en tant que leader, comme il n'a pas su que parfois une faute peut s'avérer une erreur et qu'il tente maintenant de se rattraper. Et c'est ça qui nous a mis dans ce qu'on a vécu pendant 10 ans. Vous avez le bonheur dont vous parlez. L'antagonisme, c'est ça qui a permis de vivre. L'antagonisme entre les deux acteurs. Vous avez parlé de progrès significatif. J'ai dit il n'aurait pas eu cette faute qu'on n'aurait pas vécu. Oui, bien sûr, mais suivez-moi dans mon développement, s'il vous plaît. Je vous suis. Suivez-moi dans mon développement. Oui, vous parlez d'antagonisme. C'était une parenthèse que de dire que ça a été quand même heureux pour la République que Boni ait commis une faute politique. Maintenant, par la suite. Et quand il tente de se rattraper, quand il tente de se racheter et de reprendre sa revanche, parce que c'est comme cela qu'il faut dire les choses clairement. Heureusement qu'on a le président Patrice Talon qui parle cash et qui ne fait pas dans les économies de vérité comme les acteurs politiques qu'on connaissait jusque-là ont l'habitude de faire. Et donc, si on veut parler de façon cash, Boni tente en fait de reprendre une revanche qu'il ne pourra pas prendre. En fait, c'est la réalité de la chose, ça. Et c'est la raison pour laquelle c'était très opportun d'imaginer la solution que le président, la majorité présidentielle et le président Patrice Talon sont en train de proposer à travers l'institution du Sénat. On va revenir là-dessus, on va faire le débat, on va creuser davantage. Nous sommes des analystes. C'est-à-dire que nos interventions doivent permettre aux citoyens, aux auditeurs, aux téléspectateurs, on doit pouvoir joindre les faits bout à bout, les faits qui sont éparses, isolés, etc., on doit pouvoir les ramener ensemble pour permettre à ce que nos compatriotes puissent faire une certaine lecture, voilà, une chronologie. Donc, on peut maintenant comprendre les motivations derrière certaines propositions dans la Constitution qui est finalement et définitivement promulguée par le chef de l'État. Et donc, en réalité, c'est très important de pouvoir être patient, de pouvoir suivre et d'écouter en profondeur les explications que le gouvernement, à travers le porte-parole et à travers également les rares interventions ou les quelques interventions du président de la République donne, de pouvoir avoir la maîtrise nécessaire, de pouvoir avoir une certaine chronologie des faits pour pouvoir lire entre les lignes et finalement réussir à pouvoir comprendre quelles sont les réelles motivations derrière certains choix qu'on peine à comprendre. Très bien, merci pour votre développement. Henri Yambonnet, vous avez sourit quelquefois, oui. Le titre du quotidien, bien sûr, La Nation, Nouvelle Constitution et Mutinerie a permis donc à Moïse Novillon, oui, de faire une ouverture vers les explications du chef de l'État pour donc établir une chronologie du fait que l'on ait mis en place le Sénat. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous? Écoutez, je vais donc dire à mon cher ami Moïse qu'à quelque chose de malheur, bon, s'il n'avait pas donc pardonné, on n'aurait pas assisté donc à tout ce qu'on a eu aujourd'hui comme dynamique qui est en cours. Il faut reconnaître ça. Même dans le rang des opposants, on arrive à reconnaître quand même que Patrice Talon donc a apporté une touche de façon significative donc au développement, à l'évolution, à l'essor de notre cher beau pays le Bénin. Mais hier, il faut reconnaître qu'on a eu un président qui, dans un ton faible, mais également un ton apaisant pour rassurer de ce que la République tient après les événements donc, du 7 décembre passé. C'est vrai, il fallait quand même qu'il fasse cette sortie pour apporter d'autres réponses à d'autres préoccupations qui sont restées nouées dans la gorge donc, de certains citoyens. Quand on prend par exemple ceux qui sont derrière, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez un citoyen sur deux, la question principale qui vous est adressée, c'est qui a commandité donc ce putsch du 7 décembre. Et donc, il fallait quand même qu'on ait la réponse à cette préoccupation. Mais c'est vrai que hier, le président Patrice Talon a dit, puisque le dossier donc, est confié à la justice, je souhaiterais ne pas aborder tous les pans pour laisser donc, bien évidemment, la justice faire son travail. Très bien. Mais il a eu à livrer donc, quelques séquences du déroulé donc, de cette mutinerie-là. Ce qu'on retient également fondamentalement, c'est qu'il faut montrer que le Bénin a su, bien évidemment, gérer cette situation autrement. Parce que
ça aurait été autre pays que le pays donc, serait déjà basculé dans tout ce que, dans la déstabilisation des institutions, mais également le fonctionnement total donc, de la nation aurait pris un coup. Aujourd'hui, on continue par exemple continue le processus électoral qui est en cours. La Sénat continue de mener ses activités tranquillement après ces événements. On pourrait donc s'attendre bien évidemment à ce que, avec ces événements-là, que le processus électoral prenne un cours. On peut décréter un état d'urgence et également commencer par ne pas faire fonctionner donc, les institutions. Donc, il y a que au niveau après ces événements-là, le Bénin est resté bien évidemment stable et le président avait bien évidemment le devoir de rassurer les citoyens de la stabilité de notre cher beau pays, le Bénin. L'autre sujet qui a été décrypté également et qui a permis au président Patrice Talon, bien évidemment, d'apporter des réponses, c'est la nouvelle constitution. Vous savez que 14 décembre également, 14 novembre, ça a été voté, mais promulgué donc le jeudi passé par le chef de l'État. Et moi, je pense qu'il y a de ces préoccupations-là qui sont restées, et il fallait quand même que, malgré la tournée qui a été faite par les députés et quelques ministres, il fallait quand même qu'on entende également le président Patrice Talon, par exemple, sur le format du Sénat, le rôle dévolu au Sénat, mais également entendre du chef de l'État pourquoi passer de 5 ans à 7 ans. Eh bien, hier, il a expliqué. Je pense que ça a été, si on le suit bien la logique de Patrice Talon, depuis son premier mandat, il a toujours souhaité qu'on ait un mandat de 7 ans et que ce soit un mandat unique. Moi, je m'attendais, bien sûr, avec ce que je voyais là, à ce que dans la nouvelle constitution, on se retrouve à un mandat de 7 ans, mais à un mandat unique. Heureusement, on a permis donc, ou bien, bon, heureusement pour les acteurs politiques, qu'après un mandat de 7 ans, vous pouvez donc renouveler. Mais la question de limitation de mandat pour les conseillers municipaux ou bien communaux, cette question, il a avoué que ça lui a échappé, sinon on aurait au moins limité également à ce niveau-là le mandat des conseillers et des conseillers communaux ou bien conseillers municipaux. L'essentiel à retenir à ce niveau-là, c'est qu'il faut plus de temps aux gens, surtout au président, pour travailler. Il a salué le leadership de Boni Yayi en indiquant que, par exemple, ce n'est pas la faute à Boni Yayi ce qui s'est passé avec Maria Grita, où oui, il a voulu donc au moins dans son bilan avoir Maria Grita avec l'électricité qui est donc à portée de main pour ces populations. Mais en initiant ce projet-là, il y a eu de la précipitation. Il a indiqué, il y a également les gens, des vendeurs de d'illusions, ceux qui ne sont pas compétents et qui peut-être se sont... mais lui aussi, il voulait aller vite. Parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Également. Les 5 ans. Donc, les 5 ans. Donc, aller vite et pour finir. Et donc, pas finir, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ce qu'on a eu là. Et donc, il montrait, bien évidemment, le contenu qu'on peut donner aujourd'hui à 7 ans pour faire le travail également. Mais l'autre chose, il a bien fait de rappeler que mais si vous n'êtes pas compétent, si vous êtes un mauvais président, 7 ans suffirait pour faire bien le travail. Mais il y a cette question-là qui a été évoquée également. Si vous êtes mauvais président? Oui, si vous êtes mauvais président, vous êtes mauvais maire. Vous serez mauvais en 7 ans? Vous ne ferez rien? Vous allez voir. D'abord, la conséquence que vous allez dire, j'ai beaucoup de temps, j'ai encore beaucoup de temps. C'est comme dans les armées, on dit, on vous donne 2 heures pour une preuve, on dit, bon, j'ai encore beaucoup de temps. Et c'est peut-être après 1 heure ou bien 2 heures, après 1h30 que vous commencez par écrire. C'est ça également. Donc, le mauvais conseiller communal, le mauvais député peut attendre pour dire, bon, nous avons encore, c'est 7 ans, non, j'ai encore, je peux me reposer 3 ans. 2 années là, je vais prendre ça pour l'actualité, comme on le voit dans les films, on dit on regarde l'actualité avant que le film ne démarre. Avant de commencer. Donc voilà, il y a cette question-là également qui a été évoquée. Je pense qu'il fallait, bien sûr, cette sortie-là du président Patrice Talon pour apporter des précisions sur cette autre chose. Bon, moi, c'est vrai,
j'aurais aimé qu'on parle de la transhumance. Et hier, on n'a pas... La transhumance politique, le chef de l'État ne l'avait pas abordée, parce que tout ce qu'il a dit, quand même, ça a duré 2 heures dans l'eau. Et ça n'a pas suffi. Il a fallu qu'il arrête les journalistes, sinon on allait peut-être aller jusqu'à 3 heures, 4 heures de temps. Mais si vous voulez qu'on aborde la transhumance, on va l'aborder. Est-ce que c'était utile quand même de mettre fin à la transhumance politique? Sans cette transhumance politique, on n'aurait pas quand même observé des démocrates qui auraient pu passer de l'autre côté. On n'aurait pas pu observer tout ce que nous avons observé. Oui, quelque part, ça a rendu service à un moment donné. Malheur, bon. Mais ça a déstabilisé la LD, il faut reconnaître ça. Justement. Oui, les frondeurs qui ont quitté le LD pour aller se rallier au parti de la mouvance ont fait du mal, donc ont fait du tort, ont causé du tort au parti LD. Aujourd'hui, il faut le dire. Et donc, je pense qu'il fallait quand même arrêter cette série-là où on vous prend aujourd'hui, vous êtes choisi par des militants d'une formation politique. Pour ne pas dire que vous êtes fait. Vous êtes fait par un parti politique. Et demain, vous pensez que, oui, ce parti politique n'est plus celui qui vous convient, vous sortez, vous partez. C'est le cas, par exemple, il y a des conseillers communaux de FCB, du Nord pays, je crois que c'est Banikwara ou quelque part, qui ont quitté, qui ont démissionné pour se rallier à l'UP ou bien au BE entre-temps. Mais il faut quand même arriver à montrer que si vous êtes l'élu d'un parti politique, il faut rester, même si le parti tangue, même si le parti subit des assauts, il faut rester parce que là, vous avez été donc fait, pour utiliser votre expression, par cette formation politique. Donc, je pense que, oui, arriver à constitutionnaliser donc, la transhumance, c'est fait, et ça permet, bien évidemment, d'avoir désormais des politiciens intègres. D'accord? Parce qu'on met tout sous le chantage. Aujourd'hui, vous ne pouvez, avec la nouvelle constitution qui a été promulguée, demain, vous ne pouvez plus demander avec ce que, par exemple, Soudine a fait, il faut le rappeler. C'est un cas d'école qui a conduit à inscrire, bien évidemment, cette édition-là dans la nouvelle constitution. Je pense que c'est à saluer également. Moïse, vous aviez voulu parler quand même du Sénat, mais aussi un mot sur la transhumance politique. Pour l'aspect transhumance sous l'angle abordé par Henri Niambodé, et je ne suis pas contre sa logique, mais il faut quand même faire observer que les humains ne sont pas faits pour être figés, pour être statique, et que l'on peut faire évoluer ses idées. Et l'appartenance à une formation politique ne vous condamne pas à ne plus pouvoir voir les choses d'une autre façon, différemment de ce que vous avez peut-être imaginé hier. Vous voyez, vous pouvez peut-être penser que le président Patrice Talon, par exemple, n'est pas l'homme qu'il faut pour le pays et en 2017 et en 2019 ou en 2021 ou en 2025, ayant constaté tout ce qu'il a posé comme acte, comme action, et qu'il mérite, en fin de compte, que vous vous étiez peut-être trompé dans vos choix, dans votre façon d'apprécier. Et donc, sous cet angle-là, on peut comprendre qu'il ne faut pas forcément tuer et condamner et lier le destin des acteurs à une formation politique unique. Je pense que ce qu'il faut peut-être dire, bien peut-être suggérer dans les cadres de réformes à venir, c'est que la loi puisse encadrer les mécanismes de transhumance, les mécanismes de départ, pour que ça ne puisse pas apparaître et sentir comme des coups pour déstabiliser. Vous voyez, c'est beaucoup plus ce que je pense que le législateur a tenté de régler en partie le problème en condamnant désormais, quand vous partez de cette nature-là, vous ne pouvez plus aller gonfler d'autres effectifs immédiatement, je pense. Parce que ça fausse le jeu, en fait. Vous voyez, les transfuges les démocrates qui sont allés gonfler les autres effectifs, ils ont empêché des militants qui étaient là, les militants de premières heures qui étaient dans ces formations politiques-là, de pouvoir bénéficier de positionnement. Il faut voir les choses sous cet angle-là aussi. C'est-à-dire que dans certaines circonscriptions où on a positionné des personnes, des acteurs qui ont quitté les LD, et qui se sont retrouvés au sein d'autres formations politiques, là où on les a positionnés, il y avait déjà des militants qui rêvaient peut-être de pouvoir être positionnés à ces postes-là. Et eux, ils sont venus comme cela par opportunisme. Il faut avoir le courage d'employer les mots pour le dire. Et
Ce que je voulais également dire, c'est par rapport, effectivement, Henri l'abordait également, la question des 7 ans. Le président Patrice Talon n'a pas commencé par parler de mandat de 7 ans et pendant qu'il est arrivé au pouvoir. Il avait déjà commencé par l'annoncer même avant d'arriver au pouvoir. Certes, il disait qu'il fallait un mandat unique de 7 ans où tu es justement dans l'élu. C'est-à-dire que l'empressement et bien sûr l'envie de remplir pour le fait de vouloir remplir qu'il puisse commettre beaucoup de gaffes qui n'est pas la lucidité nécessaire pour pouvoir agir parce que malmené par les acteurs politiques. Et heureusement, lui, il a trouvé la panacée, il a trouvé la formule pour pouvoir dompter les acteurs politiques et ça lui a permis d'avoir une certaine tranquillité. Il faut l'admettre quand même, il faut le reconnaître. Il n'y a pas eu les grèves perlées, les grèves de pression que l'ensemble des acteurs de la société civile en complicité avec les acteurs politiques peuvent par exemple inciter, générer pour vous déstabiliser, pour vous perturber. Il n'a pas eu, effectivement, il a employé les expressions hier, à gérer les questions de valises en direction de l'Assemblée nationale avant de pouvoir faire valider. Voilà. Vous imaginez en 2015, pour le contrôle du pêchoir à l'Assemblée nationale, vous vous souvenez, la voix qui avait fait la différence, nous tous, on en a parlé suffisamment, c'est des valises d'argent qui auraient fait la différence à l'occasion. Vous voyez, ce n'est pas bien que pour notre démocratie, mais pour l'éducation des jeunes, on puisse utiliser ces expressions-là. Et par rapport au mandat des élus communaux également, et moi je ne suis pas dans la logique de les limiter définitivement, qu'ils n'aient pas la possibilité de compétir. Si j'ai bien compris ce que Henri voulait expliquer par rapport à cela, je pense que c'est bien parce que ça permet de garder l'émulation, ça permet de garder la motivation, c'est-à-dire que la concurrence va définitivement mourir si on condamne le destin. Je pense que le fait de laisser le jeu ouvert comme cela oblige les acteurs qui veulent animer l'environnement politique, qui veulent animer la vie politique, à être obligés d'être en action, d'être en mouvement, d'avoir la motivation nécessaire pour aller cueillir, pour aller courir après effectivement ces enjeux ou bien ces défis-là. Je pense que si je ne l'ai pas compris de travers, et c'était peut-être cet aspect-là. Non, je n'ai pas abordé donc la trêve politique. Non, pas de la trêve politique, je parle justement de 7 ans pour les élus communaux. Par exemple, vous avez... Oui, bon, donc l'a expliqué hier. On peut passer donc à un renouvellement systématique, comme on peut passer donc à un renouvellement de mérite. Voilà. Pas limité. Donc, justement, oui, voilà. Donc quand on prend une localité où, par exemple, le maire a bien travaillé, c'est normal pour que les citoyens votent pour lui. Pour dire, bon, oui, on vous fait le mandat systématiquement. Justement, donc cela permet de maintenir l'émulation. Donc, si c'est ça, nous sommes en phase. Et par rapport à la trêve politique, évidemment, puisqu'il aborde bien, j'allais en venir, on a été suffisamment également renseigné sur le contenu de la trêve. Vous voyez, le chef de l'État a dit, le mot a été peut-être un peu fort, mais ça ne veut pas dire en réalité que la critique est enterrée et qu'on ne peut plus parler de l'action du gouvernement. Mais surtout, il veut mettre l'accent sur le fait qu'on ne peut pas être en campagne à plein temps, tout le temps, et que le leitmotiv, ce qui guide les acteurs politiques, soit forcément qu'ils viennent arracher le pouvoir et occulter que le fait que les acteurs, l'élu a l'obligation de produire des résultats et surtout de satisfaire les citoyens. Vous voyez, c'est l'un des aspects qui ont toujours gangréné la vie politique chez nous. Quand ce n'est pas moi, ce n'est pas bon, on ne doit pas faire. Quand ce n'est pas moi, c'est-à-dire si c'est telle personne qui doit engager telle réforme ou bien telle action, je préfère dire que ce n'est pas bon, lui mettre des bâtons dans les roues, de sorte que si je finis par arriver un jour, vous voyez, on peut peut-être faire tout un exposé sur cet aspect-là. Il y a une localité du pays qui s'était, je ne vais pas désigner, mais qui s'est illustrée suffisamment dans ce registre et ça a retardé le développement de la localité parce que c'est une localité très importante pour le pays où les acteurs qui ont animé la vie... Pourquoi vous ne voulez pas parler de la localité? Laissez-moi aller au bout pour que je ne perde pas le fil de mes idées. Les acteurs qui ont animé la vie politique dans cette région du pays ont passé tout le temps à faire de l'opposition politique. Et dans leur esprit, c'est qu'eux se sont donné un
destin de chef de l'État tôt ou tard. Et ils se disent quand nous on va finir par prendre le pouvoir, nous allons avoir la possibilité de venir faire pour qu'on dise de rattraper le temps perdu. C'est nous qui sommes en train de faire. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Les gens sauront se reconnaître. Celui qui se sent mauvais va pouvoir se moucher. Mais nous sommes des Béninois. Nous suivons très bien comment les choses se passent dans notre pays. Et donc, on sait très bien quelles étaient les postures de ces acteurs-là. Et finalement, ils ont pris le pouvoir. La localité a pris le pouvoir. Vous imaginez qu'il y a des localités dans ce pays-là qui ne sont pas des moindres. Et on a mis 50 ans avant de pouvoir d'être en train de faire de très bonnes routes pour aller dans ces localités-là aujourd'hui. Des localités qui ne sont pas des moindres. Et c'est 10 km de distance par rapport à la métropole Cotonou, c'est Mekoudji par exemple. Et on a mis 50 ans avant de pouvoir faire la double voie. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir faire une route, engager un chantier sécurisé sur l'as là pour aller dans notre Parlement. Et vous y circulez avec plaisir maintenant. C'est tellement délicat ces détails-là. Et donc les acteurs, ce sont dans leur petit jeu de calcul, dans leur petit jeu d'intérêt, ils n'ont pas souvent pensé effectivement à la population. Ils ont souvent pensé à leur seule personne, ils ont pensé à leur intérêt personnel. Le Niéoué là. Même l'opposition politique dont on est en train de parler, cet aspect-là a gangréné l'opposition politique. Si nous avons suivi très bien, on peut juxtaposer les faits. À partir de 2018, pour une formation politique FCBE au départ, qui est devenue LD par la suite, il y a un acteur majeur de l'opposition politique au sein de cette formation politique qui jusqu'aujourd'hui continue de se revendiquer de l'opposition politique, mais qui a tout le temps roulé contre le parti politique. Parce que dans son esprit... C'est qui cet acteur? Je ne dis pas de nom, mais suivez très bien mon regard et permettez-moi d'aller au bout. Dans son esprit, on peut revenir faire le débat. Je sais que vous êtes l'un des patrons d'ici, que si on a une bonne tribune, on peut faire le débat. Et par les faits, rien que par les faits et les dates, on peut clairement voir comment cet acteur politique-là a tout le temps joué contre le parti. C'est-à-dire qu'on a passé tout le temps à voir Patrice Talon en déstabilisateur de partis politiques de l'opposition, alors que les vrais déstabilisateurs sont en leur sein. Si je vais, mais c'est fort ce que vous dites ce matin. Un peu avant c'est fort ce que vous dites et vous refusez de dire les noms ce matin. C'est tellement fort ce que vous êtes en train de dire que si nous avons bien suivi le développement de l'actualité avant le 7 décembre, avant la date fatidique du 7 décembre et le push manqué que nous avons connu, le président il y a eu un sujet qui a animé brièvement, c'est-à-dire que très laconiquement l'actualité, autour de ce genre d'acteurs qui sont des poisons pour leur propre parti politique. Vous voyez de qui il s'agit? S'il vous plaît. Puisque c'est lui qui a le nom, donc on va le laisser. S'il vous plaît. Et donc, nous, en tant qu'analystes politiques, en tant que journalistes, je pense que notre rapport aux faits doit être différent du rapport du citoyen lambda qui n'est pas dans l'exercice de cette activité-là au quotidien. Parce que nous sommes obligés d'avoir les faits sous la main pour pouvoir faire les appréciations. Et quand on a la chance d'avoir un chef d'État qui parle cash, comme le président Patrice Talon, qui n'a pas l'habitude d'aller du dos de la cuillère. On va continuer par avoir un tel chef de l'État. Je pense qu'il faut s'estimer heureux et il faut avoir le courage d'aller dans le fond et parler clairement pour que les acteurs politiques puissent se regarder dans le miroir et voir combien de torts ils ont dû faire à ce pays pour nous maintenir dans la situation dans laquelle nous sommes depuis 1960, que nous sommes devenus un pays indépendant. Et donc, c'est la transition bien sûr vers le Sénat. Je voulais bien sûr parler du Sénat. Moi, je continue de défendre le Sénat. Dès les premières heures que cette information-là a été portée, je pense même sur votre plateau ici et à travers même d'autres productions que j'ai eu à faire, j'ai défendu le Sénat. Je continue de défendre le Sénat et je continue de demander surtout aux acteurs visés pour en être membres, les anciens chefs d'État, les anciens présidents d'Assemblée nationale. C'est le souhait du président de la République également. Il est revenu là-dessus hier. Moi, je voudrais prier les conseillers du président Boniaï particulièrement. Je voudrais les prier de lui parler, de lui dire. Enfin, c'est très important qu'on puisse avoir un instrument. Ne regardons pas maintenant, et le chef de l'État a utilisé l'expression hier, ne regardons pas le Bénin de maintenant, ne regardez pas la personne ou bien les acteurs qui sont en train de conduire. Regardons le Bénin de 10 ans, le Bénin de 15 ans, le Bénin de 20 ans. En fait, nous avons besoin de l'expertise, nous avons besoin de l'intelligence, nous avons besoin de la sagesse de ces acteurs-là pour jouer le rôle qu'ils ont dit là. C'est vrai que le chef de l'État a parlé de l'aspect législatif,
de l'aspect exécutif, comment les intrusions ne sont pas en tant que telles problématiques, mais il faut également voir l'aspect préservation de tout ce qu'il y a comme acquis pour le développement du pays. Il faut pas, on parle souvent de acquis démocratique, mais il faut également voir les acquis en termes de développement. Et moi, l'argument que je donne le plus, c'est que quand on fait les instruments de développement, et je le cite nommément, le phénomène ou bien la stratégie à l'AFIA à 2025 par exemple. Et désormais, désormais 2060. 2030, donc 2060, c'est ça. On n'a pas pu, par exemple, implémenter ce programme. On n'a pas pu réussir. Ce qui aurait pu mettre le pays définitivement sur orbite. On n'a pas pu aller au bout parce qu'il n'y a pas eu un instrument, il n'y a pas eu une institution, il n'y a pas eu une structure pour en assumer la gendarmerie. Pour en assurer l'implémentation. Donc, ça dit que le suivi. Chaque élu vient, il fait suivant son bon vouloir, alors qu'on s'est déjà entendu sur un contenu que tout le monde a identifié comme hors pair pour mettre le pays sur la voie du développement. Mais le document est banalisé, mis de côté, et chaque gouvernant et chaque élu vient improviser. S'il y a une institution que l'on est en train de désigner sous le vocable de Sénat, s'il y avait une institution de cette nature-là, ça aurait pu être l'institution gendarme pour attirer l'attention du chef de l'État et de tous les acteurs politiques sur le fait que ce que vous voulez faire là, ce que vous avez envie de faire là, c'est déjà contenu dans un document et il ne faut pas s'en écarter. Ou alors, s'il faut s'en écarter, ça veut dire que nous proposons un cadre pour ajuster. Voilà, c'est très important. Maintenant, pour régler les problèmes de la nation, et le chef de l'État il a été très inspiré hier en prenant des cas. Quand vous dites, vous êtes en tant qu'acteur politique, quand vous dites que vous allez faire venir les vôtres pour venir affronter d'autres... en tant qu'acteur politique, en tant que leader politique... En le disant, ce n'est pas mettre le couteau dans la plaie, par exemple, non, c'est suffisamment grave. La portée, que quand vous êtes dans une certaine position dans la République et que vous tenez de pareils propos, c'est suffisamment grave. Non, ce n'est pas... Ne regardons pas... Non, mais le chef de l'État n'avait pas besoin de revenir sur ses propos. Vous avez divisé le pays. Oui, s'il vous plaît, on a souvent passé le temps sur... C'est pourquoi je dis juxtaposons les faits. Vous savez, moi personnellement, les têtes des acteurs ne me disent rien. La personne du chef de l'État ne me dit rien. Vous allez voir la façon dont je rentre dans les débats. Quand je veux parler... Mais le chef de l'État est revenu sur cette affaire. Que ça peut encore amener le président Toumaboni à adoucir sa position. Dans notre métier, ce sont les faits. Laissons tomber tout ça et puis... Non, mais nous sommes en train de faire l'analyse ici. Mais les faits, ce ne sont que les faits. Les faits sont là, les faits sont têtus. On ne peut pas conduire un raisonnement ici en dehors des faits. Les faits sont têtus, certaines analyses politiques sont aussi têtues. Si vous êtes perturbé par l'exemple choisi, si vous êtes perturbé... Non, s'il vous plaît, allons-y. Si vous êtes perturbé par le cas choisi, prenons d'autres cas. Non, je ne suis pas perturbé, allez-y, c'était juste... dans la multitude des déclarations et des actes que les acteurs politiques posent. Vous voyez, les acteurs politiques dans notre pays ont réussi à se mettre, on dit nul n'est au-dessus de la loi, mais dans notre façon de fonctionner, nous le savons, nous sommes tous béninois. Les acteurs politiques sont parvenus jusqu'à un certain passé récent, même jusqu'à aujourd'hui, même il y a encore des écarts de comportement, à se mettre au-dessus de la loi. De telle sorte que quand vous avez de différends avec un acteur, avec une figure politique majeure, vous vous avouez vaincu d'avance. Parce que vous dites, on sait que sa posture ne va pas permettre à ce que le droit soit dit en conséquence. Et tous les faits également ne relèvent pas du domaine du droit. Il y a certaines situations qu'il faut décanter avec sagesse. Quand deux compatriotes d'exception, de la trempe de Boni Yahi et de Patrice Talon, ne s'entendent pas, ça pose un problème pour la République. Nous ne pouvons pas être des citoyens, être à l'aise avec. Il ne faut pas permettre à ce que Patrice Talon passe le témoin à quelqu'un d'autre qui va venir d'un sérail, qui est dans la logique de venir prendre une revanche. C'est pour ça que je commençais par dire que j'ai compris finalement parfois le pardon peut être une faute là, que c'est hier que j'ai fini par comprendre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lier le destin de toute une nation, de tout un pays, au caprice de deux acteurs, même si c'est des acteurs majeurs, parce que c'est quand même des citoyens d'exception. Être chef d'État, ce n'est pas qui veut, c'est qui peut, et ce n'est pas n'importe qui. Et donc, deux acteurs majeurs ne s'entendent pas. Il faut avoir une structure capable de régler ça. Parce qu'en réalité, la sagesse que devraient incarner certains des acteurs, justement, ils ne peuvent plus en faire le témoignage en raison des postures qu'ils assument. Président d'un parti politique qui se revendique de l'opposition radicale. Quand un problème majeur de
cette nature-là se pose pour la République, vous voulez qu'il puisse avoir quelle posture, quelle position? Donc, rejoindre les conseillers du président Boni Yayi doivent lui parler. Nous, on veut le développement. Les réalités d'aujourd'hui, les réalités du Bénin d'aujourd'hui, là, ne sont pas les réalités du Bénin de 1960. Vous voyez l'effectif qui sort des universités chaque année, tout cet effectif-là veut travailler. Vous voyez la situation de nos parents, même dans les agglomérations comme Cotonou et Abomey-Calavi, se soigner, accéder au centre de santé de qualité. Il y a des afflictions aujourd'hui. Quand vous tombez malade, on doit vous faire une évacuation. Depuis 1960, nous sommes indépendants. Pour vous soigner aujourd'hui, vous devez aller peut-être, même au Togo à côté, parfois il faut aller au Togo, parfois il faut aller au Maroc, parfois il faut aller en Tunisie. Ça pose problème. Donc les réalités, les soucis dans lesquels nous sommes, on ne peut pas lier ces réalités, ces problèmes-là au destin, le destin du pays au caprice de deux citoyens. Bon, disons, parlons de haut-niémétisme. Voilà, donc il faut que les acteurs se parlent, il faut qu'ils trouvent le moyen. Et heureusement, Patrice Talon a démontré, c'est Patrice Talon qui a parlé hier, c'est Patrice Talon qui est en train de faire. Et il a dit, le mandat qu'on a rallongé à 7 ans là, dans 10 ans, ça peut revenir à 3 ans. Il a dit, c'est sorti dans 7 ans, ça peut revenir à 2 ans. Parce que quoi? Aujourd'hui là, c'est lui qui est en capacité d'implémenter suivant la vision qu'il a. Si nous avons des apports à faire au regard de tout ce qu'il y a comme enjeu, au regard de tout ce qu'il y a comme notre condition aujourd'hui, il faut joindre les forces. Il faut qu'on dépasse l'appétit de vengeance, la boulimie vers le pouvoir, la conquête, la cueillette des avantages de pouvoir ne doit pas nous aveugler au point d'hypothéquer le destin du pays sur des décennies et plusieurs décennies. Ce n'est pas bien pour la République. Et c'est cet aspect-là surtout que je veux ressortir par rapport à l'intervention du chef de l'État et exhorter les acteurs qui sont les anciens présidents de République, les anciens présidents de Cour constitutionnelle, les acteurs qui avaient dirigé le Parlement à accepter cette main tendue-là. Moi, je prends ça comme mon combat personnel. Et je voudrais que ces leaders-là, ces responsables-là, puissent s'entendre sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de notre Bénin-là qu'il s'agit. Et que ce n'est pas les querelles de personnes. Ils ont la possibilité de trouver le moyen de s'asseoir entre frères et sœurs pour pouvoir parler de ce pays-là. Parce que qu'il soit mauvais ou bon, Patrice Talon, qu'il soit mauvais ou bon, Boni Yayi, c'est pour nous. On ne peut pas aller les vendre quelque part. On ne peut pas aller les jeter quelque part. Donc, il faut trouver le moyen de s'entendre, de s'associer pour penser progrès et développement, au lieu d'être dans de petites querelles. Ma dernière question, c'est ce que je vais peut-être là, je vais peut-être merci, finir. Vous l'avez si bien dit, vous avez été très clair. Ma dernière question, trouver les moyens de s'asseoir, est-ce alors d'aller s'asseoir les deux au Sénat pour pouvoir régler leurs problèmes? Écoutez, ce que dit Moïse tout à l'heure, j'ai compris que on doit mettre le Bénin au-dessus donc de tout intérêt. Et vous savez, aux premières heures donc, de cette annonce de la création du Sénat, il y a eu un communiqué où on disait que Boni Yayi ne va pas siéger, n'a pas accepté donc siéger. Mais il faut que Boni Yayi, bien sûr, accepte cette même tendue. Quand vous écoutez le chef d'État hier, c'est à minima, il disait qu'il souhaiterait que tous ceux qui sont visés par cette réforme-là, que tout le monde accepte d'être dans le Sénat pour apporter une plus-value. Et quand vous écoutez un peu le chef de l'État, Patrice Talon a toujours donné un avant-goût de ce qu'il a toujours voulu faire. Et par rapport au Sénat, il faut rappeler, à une sortie avec Boni Yayi, c'est à une audience qu'il avait accordée à Boni Yayi, qu'il a annoncé qu'il va penser à la création d'une structure qui va regrouper ces anciennes têtes, ces anciennes intelligentsias, pour qu'au moins ils se retrouvent, bien sûr, pour se parler, également conseiller les gens. Donc il a toujours un avant-goût de ce qu'il veut faire. Il annonce toujours ça. Et je pense qu'aujourd'hui, Boni Yayi, avec tout ce qu'on a eu avec lui, il peut déjà se dire, écoutez, j'aime le Bénin, comme il le dit, il aime le Bénin, et donc il peut aller s'asseoir à côté de son jeune frère pour, pourquoi pas, voir et regarder, comme on le dit très souvent, avec les yeux de grandes personnalités, et comme l'a dit Moïse, il n'est pas un citoyen ordinaire, parce que, comme je l'ai dit hier également, il a été au fait de l'actualité, il a été au fait donc des réalités politiques de notre pays, le Bénin, et donc apporter donc, parce qu'il a encore de la valeur qui peut encore ajouter à tout ce que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, nous avons
amorcer une dynamique, il ne faut pas que ça s'arrête aussitôt. Et pour que ça ne s'arrête pas, il faut l'implication de tous les citoyens, de tous les fils et de toutes les filles de cette nation. Et le Sénat, oui, le chef d'État l'a dit hier, c'est une structure, une institution qui jouera le rôle d'arbitre, d'apaisement. Et il a dit, c'est pas seulement, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer. Quand on parle de, oui, il a parlé de Melo Pokonou, mais quand on prend l'exemple terre à terre qui est encore vivant dans notre mémoire, c'est l'affaire de soja où le gouvernement a financé le soja, a refusé qu'on vende ça à l'extérieur. Mais il y a des députés qui sont allés et qui ont demandé aux gens d'aller. C'est des faits qui ne concourent pas à une bonne politique agricole. Donc voilà, c'est un exemple terre à terre. Mais si le Sénat donc existait, le Sénat donc pouvait appeler, bien évidemment, cet homme politique, mais ces députés-là pour dire, écoutez, c'est pas bon. Parce que la politique agricole de notre pays demande qu'on fasse les choses autrement. Vous ne pouvez pas, d'abord, il faut le dire, le gouvernement ne peut pas financer, subventionner la production et ne pas engranger également des ressources. Mais parce qu'on est plus politique, donc on estime qu'il faut demander donc aux citoyens, bien évidemment, de ne pas respecter les décisions de l'État. Si le Sénat existait, le Sénat allait interpeller ces acteurs politiques-là pour dire, écoutez, ce comportement que vous avez, ce n'est pas une bonne posture que vous avez adoptée par rapport donc, à la décision du gouvernement. Je pense merci à vous, Henri Niabodé. Merci à vous, Moïse Novillon. Vous avez été lumineux ce matin. Je ne sais pas si vous avez pris du café avant d'arriver, mais je pense je suis venu le retrouver ici, donc il était là depuis 6 h du matin. 6 h du matin. Donc certainement que le café, il l'a trouvé ici. Ce n'est pas chez lui alors qu'il a pris le café. C'est ici qu'il a pris le café. Effectivement, je n'ai rien pris jusqu'à présent. Pas même une goutte d'eau. Je suis la langue aujourd'hui. Ah, donc... si c'est ça, mais nous, on a passé la nuit ici. Si c'est ça, nous, on a passé la nuit ici. Donc, non, il nous a montré que quand on ne met rien sur la langue, que ça va, on est lumineux. Donc, voilà. Merci à vous qui avez du plaisir à nous suivre.